La princesse Anne a réussi à interdire l'accès au domaine de Sandringham à la reine Camilla par la seule force de la loi. Point de dispute théâtrale, ni d'affront public mesquin lors d'un dîner d'État. 3 4x4 noirs se sont simplement présentés aux grilles d'entrée de Norwich. Ils se sont arrivés à 9h15 précises de matin du 4 avril 2026. À bord se trouvaient des avocats de haut rang, porteurs de documents, qui allaient faire l'effet d'une bombe au palais. La princesse Anne n'a pas simplement déposé une plainte. Elle a paralysé chaque recoin de l'aile ouest de la Maison-Blanche. Pour ce faire, elle a invoqué la loi sur les domaines privés de la couronne. Ce mécanisme juridique permet à un exécuteur testamentaire de mettre des biens sous séquestre. Il s'active automatiquement si l'intégrité historique est jugée menacée. Anne n'agit pas ici comme une sœur amère. Elle agit en vertu de l'autorité légale de la défunte reine Élisabeth. Ce détail précis bouleverse toute la dynamique du pouvoir. La reine Camilla avait prévu une rénovation majeure de l'aile ouest de la Maison-Blanche. Elle souhaitait transformer l'espace en siège international. Ce projet devait être le fleuron de sa modernisation. Les entrepreneurs étaient littéralement prêts à entrer dans le bâtiment. Ils furent immédiatement stoppés par une notification écrite de l'équipe juridique de la princesse Anne. Au cœur de ce conflit acharné se trouve la pièce 102. Le public la connaît simplement comme le Salon Bleu. Mais pour la famille royale, cet espace revêt une importance historique considérable. C'est là que la reine Élisabeth a passé ses derniers instants de recueillement et d'approuver des documents d'État. Pour la princesse Anne, cette pièce n'est pas un simple bureau. C'est un souvenir précieux qu'elle refuse de laisser s'effacer. La confrontation à la porte fut d'une froideur surprenante. Un haut responsable du domaine demanda à l'avocat d'Anne qui avait autorisé le blocage. Ce dernier répondit qu'ils agissaient conformément au testament de la défunte reine. En déposant des documents juridiques officiels, Anne s'assurait que son frère ne puisse pas intervenir à sa guise. Le roi Charles ne peut lui ordonner de se retirer sans se risquer ses propres protections juridiques. La mise en demeure signifiée à Sandringham est assortie d'une date butoir stricte. Le palais a jusqu'au 21 avril 2026 pour trouver une solution. Cette date marque le centenaire de la naissance de la reine Élisabeth. Faute d'accord, l'aile ouest pourrait devenir une zone interdite d'accès de façon permanente. L'atmosphère au palais est actuellement totalement paralysée. La reine Camilla se trouvait à Clarence House lorsqu'elle a appris la nouvelle. Selon certaines sources, sa réaction fut une colère incrédule et pure. Elle a consacré des années à bâtir méticuleusement son influence publique. Être bannie du domaine de son époux par sa belle-sœur est une humiliation profonde. Mais le moment choisi pour cette action en justice radicale n'est pas fortuit. Tout est lié à ce qui a récemment disparu de la Chambre 102. Pour comprendre cette procédure d'urgence, il faut remonter quelques années en arrière. Il ne s'agissait pas d'une décision impulsive de la princesse Anne, mais d'une manœuvre défensive soigneusement planifiée, initiée en septembre 2024. Lors d'une réunion à Balmoral, Camilla suggéra de remplacer le personnel en place depuis de nombreuses années de la défunte reine. Elle souhaitait qu'une équipe administrative moderne prenne la relève. Anne garda le silence durant la réunion, mais ordonna immédiatement un audit du domaine. Les tensions ont finalement éclaté au grand jour en décembre 2025. Une vive dispute a eu lieu à Clarence House au sujet des lettres privées de la défunte reine. Camilla souhaitait que les documents soient déplacés afin de s'adapter à la nouvelle organisation des bureaux. Anne a refusé calmement, affirmant que ces lettres appartenaient à l'histoire et non à un service de presse. Cette dispute a poussé Anne à exiger un inventaire complet de la collection de Sandringham. La situation a dégénéré en février 2026 lors d'une vérification des archives de Windsor. Les conservateurs ont découvert une importante anomalie dans le registre numérique. 3 bijoux emblématiques, dont le légendaire diadème Vladimir, avaient été déplacés. Ils ont été reclassés de la collection permanente de la couronne au statut de prêt personnel et sont désormais réservés exclusivement au bureau de la reine.
Pour la princesse Anne, cette découverte a marqué un tournant décisif. L'héritage familial n'était pas simplement déplacé dans de nouvelles pièces, il était fondamentalement redéfini et revendiqué. Un mois plus tard, Camilla a ordonné le remplacement des serrures de sécurité numérique de l'aile ouest. Elle souhaitait un accès privé et sans surveillance à ses appartements. En 4 heures seulement, les avocats d'Anne ont déposé des requêtes d'urgence pour empêcher tout changement de serrure. L'aile entière a été placée sous un régime de quarantaine légale qui reste en vigueur à ce jour. Buckingham Palace fonctionne désormais dans un blackout total d'informations. Chaque membre du personnel de direction a signé des accords de confidentialité stricts. Le roi Charles est isolé, confronté à un choix impossible entre son épouse et sa sœur. Son épouse revendique le droit fondamental de gérer sa propre maison royale. Sa sœur détient un dossier juridique qui pourrait le priver de ses droits patrimoniaux. La stratégie employée par la princesse Anne est un modèle de droit constitutionnel. Elle a démontré que le véritable pouvoir de négociation appartient à celui qui maîtrise les détails. Elle a utilisé un mécanisme en 3 étapes que les initiés appellent le bouclier de fer. Premièrement, elle a exercé ses fonctions d'exécutrice testamentaire à vie. Le droit britannique des biens reconnaît ces actes comme l'expression directe de la volonté du défunt souverain. Deuxièmement, elle s'est appuyée sur une clause suspensive dissimulée dans l'acte de fiducie. Le Salon Bleu est officiellement classé monument historique protégé. Toute tentative de modification de sa structure sans consentement unanime entraîne une suspension automatique. En ordonnant la rénovation, Camilla a déclenché, sans le savoir, une procédure légale. Le simple fait de vouloir moderniser la pièce est précisément ce qui l'a empêché d'en accéder. L'étape finale est le dernier recours légal inscrit dans le système. Sandringham est une propriété privée et non un bien appartenant à l'État. Les directives d'un exécuteur testamentaire concernant les biens royaux privés prévalent sur le monarque régnant. Il s'agit d'un rempart juridique ancestral destiné à protéger l'histoire du règne précédent. Le titre de Camilla lui confère un pouvoir social, mais il ne peut prévaloir sur un testament écrit. Les conséquences concrètes de ce piège juridique se sont fait cruellement sentir le 5 avril. Une panne informatique a effacé toutes les données du réseau de serveurs de Sandringham. Chaque profil biométrique et code d'accès fourni à l'équipe de Camilla a été instantanément révoqué. Les sous-traitances arrivées sur place ont constaté que leur contrôle de sécurité était refusé. Il se trouvait sur le domaine royal, mais en situation d'intrusion. Bien que les portes restent verrouillées, la situation politique se dégrade rapidement. La princesse Anne a étendu son enquête sur les objets les plus intimes de sa mère. L'attention se porte désormais sur une mallette de dépêche en cuir rouge fabriquée par Wickwar, qui a disparu. Les archives indiquent que cette mallette contenait les journaux intimes manuscrits de la reine Élisabeth. Ces manuscrits n'étaient pas destinés à être rendus publics, ni à être lus par aucun successeur. Lors du récent inventaire, cette précieuse boîte en cuir était introuvable. Un écrin renfermant les secrets les plus intimes d'un règne de 70 ans a tout simplement disparu. L'équipe juridique d'Anne a immédiatement exigé les rapports de sécurité du service de protection royale. Elle souhaite obtenir les enregistrements des détecteurs de mouvement et des caméras du couloir nord, et plus particulièrement ceux de la nuit du 27 mars. La princesse Anne a directement demandé à un membre important de la famille royale si les caméras étaient éteintes. Elle laisse entendre que le bureau de Camilla dissimule ou déplace intentionnellement des objets historiques. En contrôlant ces artefacts privés, on peut influencer le récit de l'avenir. Déplacer des objets détenus par la famille royale sans autorisation constitue une violation flagrante de la loi. Si cela est prévu,
prouvé, il s'agit d'une véritable crise constitutionnelle, bien au-delà d'une simple querelle familiale. La pression monte à mesure que l'échéance du 21 avril approche à grands pas. Les manuscrits disparus constituent désormais l'enjeu ultime de cette guerre de palais. Si les documents ne sont pas restitués, Anne pourrait lancer une enquête policière officielle. Personne au sein de la famille royale ne souhaite que les forces de l'ordre fouillent ses archives privées. Au cœur de ce chaos siège le roi Charles et Highgrove House. Officiellement en convalescence pour raisons médicales, son domicile est désormais un centre névralgique. Le roi est paralysé par des considérations constitutionnelles inextricables. Avant les célébrations du centenaire, il doit faire face à deux options terribles. Destituer sa sœur de ses fonctions d'exécutrice testamentaire par une loi du Conseil, mais intenter un procès à sa propre sœur concernant le testament de leur mère ruinerait son image publique. Sa deuxième option serait de contraindre publiquement Camilla à quitter l'aile ouest. Un tel acte humilierait la reine consort devant toute la maisonnée et signifierait que son autorité est plus faible que celle de l'ancienne garde royale. Le roi a récemment confié à ses conseillers qu'il ne pouvait ni expulser son épouse, ni trahir sa mère. Cette simple déclaration révèle à quel point le monarque est acculé. Cette lutte interne met à rude épreuve les finances personnelles du roi. Des documents divulgués révèlent que les frais juridiques ont déjà atteint près d'un demi-million de livres sterling. Les avocats se facturent à l'agresseur pour gérer ce conflit familial sans précédent. Les fonds proviennent directement des comptes privés du roi. Cette difficulté financière engendre de fortes tensions, notamment à l'approche du centenaire national. Les conseillers du palais tentent désespérément de trouver un compromis en coulisses. Mais la princesse Anne refuse de renoncer à son devoir envers la défunte reine. Et la reine Camilla refuse d'abandonner ses projets de modernisation du domaine. Le dénouement le plus probable implique un acteur puissant et discret dans ce drame royal. Selon certaines sources, le prince William se serait rangé en privé du côté de sa tante. William souhaite protéger l'héritage de sa grand-mère avec autant de ferveur que Anne. Le soutien apporté par l'héritier du trône à la princesse royale fragilise la position de Camilla. La reine consort pourrait être contrainte de se retirer discrètement en Écosse et de reporter ses projets. Dans ce cas, une nouvelle dynamique de pouvoir plus discrète s'instaurera au sein de la monarchie. Charles et Camilla se chargeront des cérémonies publiques et des dîners d'État. Entre-temps, Anne et William conserveront la gestion des propriétés privées et du véritable patrimoine familial. Ils seront les gardiens ultimes de l'histoire de la couronne. Mais un détail explosif a été omis des documents juridiques et publics, la bague de fiançailles en diamant de 3 carats de la reine Elisabeth a également disparu de Sandringham. Le registre de sécurité indique que le coffre-fort a été forcé la nuit, où les serrures ont été contestées. Un coursier privé a été suivi en train de transporter un colis vers un coffre-fort industriel à Londres. La question la plus dangereuse au palais actuellement, c'est de savoir qui détient la clé de ce coffre-fort. Lorsque la réponse sera révélée, la querelle autour d'un salon semblera dérisoire. Cette lutte acharnée autour de l'histoire révèle une monarchie obsédée par la protection de ses secrets. Le système palatial est conçu pour protéger les siens souvent à un prix terrible. Ce même instinct de dissimuler la vérité dépasse largement le cadre des litiges fonciers. Pendant des décennies, la culture du silence a protégé des agissements bien plus sombres que la disparition de bijoux. Le système qui a permis à Anne de geler légalement un patrimoine royal est défaillant, et c'est précisément ce même système qui a permis à un autre membre de la famille royale de terroriser son personnel. Ceci nous amène à la réalité cachée du service rendu au prince Andrew, derrière les sourires de Beda. Les anciens employés du palais racontent une de cette autre histoire. Ils décrivent un environnement marqué par de mesquines cruautés et un sentiment de supériorité sans borne. La plupart des gens imaginent les domestiques du palais se déplaçant avec grâce dans des couloirs de marbre silencieux.
Mais la réalité de travailler auprès du prince Andrew était empreinte d'un profond ressentiment. Paul était son valet personnel et logé dans un appartement attenant aux appartements du prince. Pendant des années, Paul a fait ses valises et a répondu à toutes ses demandes. Mais selon des sources proches du prince, ce dernier détestait son travail. Sa frustration ne venait pas des longues heures de travail, mais du comportement étrange du prince. Andrew possédait un Jack Russell Terrier nommé Bendix, qui dictait son emploi du temps nocturne. Chaque fois que le chien se réveillait à 2 heures du matin, Andrew actionnait une sonnette. Paul devait se précipiter à l'intérieur à moitié, endormi pour sortir le chien dans le froid glacial et l'obscurité. Il restait dehors à fumer et des cigarettes épuisées et amères face à cette routine nocturne. Il croisait souvent des agents de sécurité et laissait libre cours à sa colère. Il décrivait le prince comme incroyablement impoli, exigeant et d'une cruauté choquante. Paul plaisantait même d'un ton sombre, en espérant que le prince tombe d'une montagne. Mais le ressentiment envers Andrew dépassait largement le cadre d'un simple valet épuisé. Nombreux étaient ceux qui pensaient que le prince avait toujours agi sans limite. Le personnel regrettait ouvertement que le prince Philippe ne l'ait pas sévèrement discipliné dans sa jeunesse. Au lieu de cela, Andrew était traité comme le favori intouchable de la reine. Il était protégé de toute véritable conséquence dans un monde obsédé par la hiérarchie. Le palais fonctionne comme un royaume miniature. Était isolé régi par des règles sociales strictes. Le personnel est divisé en hiérarchie rigide des hauts fonctionnaires aux simples valets. Les employés de rang inférieur mangent au micro-ondes, tandis que les hauts gradés savourent des repas. C'est des repas français. Dans ce contexte, la loyauté n'est pas seulement une vertu, c'est une question de survie. La maison royale est devenue le seul univers et l'identité de la plupart des employés. Cette loyauté sans faille impliquait que personne n'oserait jamais contester le prince Andrew. Des agents de protection le suivaient partout, mais ils étaient formés pour ne jamais poser de questions. Leur rôle était d'assurer sa sécurité physique, non de le tenir responsable. Ils remarquaient des déplacements inhabituels et des habitudes étranges, mais ils gardaient le silence. Un agent de protection est un simple rempart, jamais un juge de la moralité. À seulement 21 ans, une servante nommée Charlotte Briggs a fait de l'expérience directe de cet environnement toxique. Elle avait rejoint le personnel du palais, espérant y trouver respect et dignité. Au lieu de cela, elle a rencontré un homme dont le caractère colérique transformait la moindre erreur en véritable tempête. Plus tard, Charlotte l'a qualifié d'horrible et de méchant, affirmant qu'il la faisait pleurer constamment. Il donnait des ordres pour les tâches les plus simples, comme si lever le petit doigt était une insulte. Son obsession pour les rideaux de la chambre devint un véritable cauchemar pour le personnel. Un jour, Charlotte laissa un interstice microscopique entre les épais panneaux de tissu. Andrew sortit brusquement de son bureau et lui hurla dessus avec une violence inouïe. Sa voix résonna dans les couloirs, paralysant de peur le reste du personnel. C'était un rappel flagrant que même la perfection était dangereuse, en présence du prince. L'aspect le plus étrange de son quotidien résidait dans son impressionnante collection de peluches. Il gardait 72 ours en peluche, un hippopotame et une panthère noire sur son lit. L'emplacement de ces jouets était dicté par des instructions plastifiées. Charlotte avait même reçu une formation pour apprendre à les disposer à la perfection. Les oreillers se devaient être centrés au millimètre près chaque jour. Le personnel chuchotait sans cesse, se demandant quel genre d'adulte pouvait bien se livrer à de tels rituels quotidiens. Mais s'en occuper n'avait rien d'amusant. C'était épuisant pour les employés. Andrew aboyait des ordres pour affirmer sa domination, exigeant une vénération sans même un mot de politesse. Il semblait prendre plaisir à rabaisser les gens et à leur rappeler leurs conditions inférieures. Contrairement à ses frères et sœurs, il n'assumait aucune lourde responsabilité royale, et pourtant il se comportait comme un tyran. Ce comportement a commencé très tôt, bien avant qu'il n'ait son propre personnel de maison. Dès son plus jeune âge, les personnes de la famille proche
personnes du palais ont remarqué une profonde méchanceté chez le jeune Andrew. Pendant que Charles lisait, Andrew se pavanait en réclamant l'attention de tous. Il se moquait ouvertement des gardes de harness, gardes de la reine, essayant de les faire bouger. Lorsqu'ils restaient immobiles, il entrait dans une colère noire et les bousculait encore plus violemment. Sa cruauté s'exerçait souvent sur les animaux royaux par pur ennui. Il donnait des coups de pied aux chiens de la famille s'ils n'allaient pas assez vite à son goût. Il frappait les jambes des chevaux avec des bâtons, juste pour les voir grimacer de douleur. Les palefreniers d'ordinaire silencieux finirent par craquer des faces au jeune prince. Ils le traînèrent jusqu'à un tas de fumier et l'y enterrèrent en terre la tête la première. Ce fut une punition sévère, mais la seule qu'il ait jamais subie. Il harcelait également son jeune frère, le prince Edward, au quotidien. Il le bousculait et le giflait simplement pour affirmer sa domination physique. Un laquais exaspéré frappa Andrew, lui laissant un œil au beurre noir. Étonnamment, la reine refusa la démission du laquais suite à cet incident. Malgré ces signaux d'alarme évidents, le système du palais a continué de le protéger. Son comportement contraste fortement avec la manière dont les autres membres de la famille royale traitaient leur personnel. Le prince Charles était connu pour sa courtoisie, sa patience et son grand respect envers ses employés. Il prenait le temps de reconnaître leurs efforts, ce qui leur permettait de se sentir valorisés malgré la charge de travail. La princesse Anne gérait son foyer avec rigueur, mais elle traitait ses employés comme des partenaires respectés. Le prince Edward était accessible et évitait les ordres imprévisibles et cruels qui caractérisaient Andrew. Ces différences prouvent que le système palatial n'était pas entièrement toxique. La hiérarchie rigide permettait un respect mutuel, si le membre de la famille royale le souhaitait. Andrew, quant à lui, simplement choisit d'instrumentaliser son privilège contre les personnes placées sous son autorité. Il était enhardi par une vie entière, passée à savoir que personne ne pourrait jamais l'arrêter. Le silence institutionnel qui régnait au palais a fini par engendrer de graves problèmes à l'extérieur de ses murs. La culture qui lui permettait de s'emporter pour des peluches masquait des agissements bien plus sombres. Lorsque des allégations d'inconduite sexuelle graves ont émergé, le système de protection dont il bénéficiait est apparu au grand jour. Virginia Giuffre l'a accusé d'abus, décrivant des actes de coercition commis au domicile de personnalités notoires. Andrew a fermement nié les accusations, mais l'examen public a révélé sa vie secrète. Son statut, sa richesse et ses relations privilégiées lui offraient des opportunités inaccessibles aux autres. Le même personnel qui fermait les yeux sur ses caprices était formé pour ignorer sa vie privée. La peur de perdre leur logement, leur pension et leur identité les réduisait au silence. Toute désobéissance pouvait entraîner un licenciement immédiat et l'exil de la seule vie qu'ils connaissaient. Le palais privilégiait la réputation publique de la famille à la vérité et à la transparence. Chaque farce cruelle et chaque ordre hurlé au palais ont contribué à instaurer un climat dangereux. Ils ont créé une réalité où les désirs du prince primaient sur la sécurité d'autrui. Ces histoires familiales ne relèvent pas du crime, mais elles révèlent un manque d'empathie catastrophique. Lorsqu'un homme est protégé des conséquences de ses actes, son sentiment de toute puissance le conduit inévitablement à des dommages plus profonds. L'obsession de la monarchie pour la protection a finalement permis les comportements qu'elle s'efforçait tant de dissimuler. Qu'il s'agisse de la princesse Anne scellant une pièce pour protéger des documents historiques ou d'un valet gardant le silence sur des abus commis en pleine nuit. Le constat reste le même. La machine royale est conçue pour contrôler le récit à n'importe quel prix humain. Le pouvoir derrière ces grilles de fer repose entièrement sur le silence, la soumission et des pressions occultes. Le véritable héritage de la couronne ne se limite pas à ce qu'elle parvient à préserver. Il réside dans tout ce qu'elle réussit à faire oublier au monde.